S'il y a bien des peuples antiques qui sont victimes d'un grand nombre d'idées reçues, ce sont bien les peuples gaulois. Déjà, il faut dire que ces derniers sont souvent rabaissés ou idéalisés selon les besoins. Mais en plus, il existe un domaine de leur culture qui est encore plus victime de clichés ou d'incompréhension totale. Il s'agit de leur religion. Entre ce qui est montré dans Astérix ou ce que disent les personnes qui se prétendent druides sur internet, nombreuses sont les imprécisions dans ce domaine. Avec les images du druide magicien, des sacrifices humains ou encore des serpes d'or, il peut être intéressant de se demander si tout cela est vrai, mais aussi qu'est-ce qu'on sait de cette religion à l'heure actuelle et d'où nous viennent toutes ces idées reçues. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Archéoclichés, l'émission consacrée aux clichés en histoire et en archéologie. Bon, je ne vous cache pas que l'on va aborder un sujet particulièrement difficile. Aussi, comme souvent, je vais devoir beaucoup simplifier, ignorer certains détails et aller à l'essentiel. Ça risque d'être des vidéos très denses. J'ai bien dit des vidéos, car en l'état actuel, je pense pas pouvoir sortir ça en une seule vidéo. Il y a de fortes chances qu'il y ait au moins 3 épisodes distincts. Dans ce premier épisode, nous allons principalement faire une introduction. Nous allons donc parler du contexte historique, mais également un petit peu des sources qui sont utiles pour étudier les religions gauloises. Tout d'abord, il va falloir parler de la chronologie. Évoquer la période des Gaulois, c'est particulièrement flou. La période qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la protohistoire. C'est un mot qui vous est peut-être totalement inconnu, puisque durant notre scolarité, on se contente de diviser le temps passé entre préhistoire et histoire. Même si on le redivise ensuite en Antiquité, Moyen-Âge ou Renaissance, le terme de protohistoire, vous ne l'entendrez sans doute que si vous faites de l'histoire en post-bac. Donc, définissons ce terme afin que nous partions tous de la même base. Pour simplifier, vous devez savoir que l'on appelle préhistoire la période où l'écriture n'existe pas encore, et histoire celle à partir du moment où l'écriture est inventée. Si cela peut sembler être un système qui fonctionne parfaitement, c'est comme souvent beaucoup plus complexe. Il existe donc entre ces deux étapes la protohistoire. C'est la période qui concerne les peuples qui ne possédaient pas l'écriture, mais qui étaient contemporains à des peuples qui eux disposaient déjà d'un alphabet. L'exemple le plus célèbre et qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui des peuples qui occupaient la Gaule entre 1800 et 25 avant notre ère. Ces derniers, regroupés par les auteurs antiques sous le nom de Gaulois, ne disposaient pas d'écriture, ou ne l'utilisaient pas, mais ont vécu en étant voisins des Grecs et des Romains qui eux écrivaient déjà depuis un bon moment. La protohistoire comme la préhistoire n'est pas étudiée depuis si longtemps, puisqu'elle va principalement être développée dans les années 1960. Mais je ne m'étendrai pas sur l'historiographie aujourd'hui, car c'est pas le sujet, on en reparlera sans doute un jour. À la place, voyons concrètement à quoi cela correspond dans la frise chronologique. Je précise que toutes les bornes que je vais donner peuvent varier selon les auteurs et les ouvrages, mais globalement, on est tous dans ces eaux-là. La protohistoire, c'est aussi ce qu'on appelle l'âge des métaux. En France, cela commence par l'âge du bronze, qui dure de moins 1800 à 800 avant notre ère. Ensuite vient l'âge du fer, qui se divise en deux. Le premier âge du fer, aussi appelé le Hallstatt, du nom d'un site archéologique important de cette période, elle dure de 800 à 460 avant notre ère. Ensuite vient la période de la Tène, le second âge du fer, qui porte, là encore, le nom d'un site important et qui s'étend de 460 à 25 avant notre ère. Par la suite vient la période gallo-romaine, mais ce n'est plus vraiment la protohistoire. Il faut maintenant que l'on définisse ce qu'on va appeler Gaulois. Gaulois, dit comme ça ne veut strictement rien dire. C'est ainsi que les auteurs antiques ont nommé les peuples qu'ils ont rencontrés lorsqu'ils sont allés voyager en Gaule. Néanmoins, ça peut donner l'impression de peuples unis, mais en réalité, c'est loin d'être le cas. Ils possèdent certes une culture et des points communs, mais ils restent très différents, ce sont plein d'entités indépendantes qui même parfois s'affrontent entre eux. L'organisation exacte de leur société fera sans doute l'objet d'une future vidéo. Pour l'anecdote, même lorsque Rome est arrivée, eh bien elles étaient loin d'être tous ensemble contre l'envahisseur. Beaucoup de tribus étaient déjà alliées à Rome. C'est d'ailleurs même pour ça que César à la base va en Gaule, c'est pour aider une tribu alliée. Comme quoi, les Gaulois, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Bref, trêve de digression, qui sont donc les Gaulois? En réalité, il faut plutôt parler des peuples celtes. Ces derniers commencent à apparaître pour la première fois dans la littérature vers le 6e siècle avant notre ère, ce qui correspond à peu près à la fondation de Massalia, qui deviendra bien plus tard Marseille. Et donc, c'est le moment où le monde méditerranéen, puisqu'il s'agit de Grecs, entre en contact avec les peuples de Gaule. En réalité, tout cela remonte à bien plus longtemps. On estime que les Celtes
descendent des peuples indo-européens qui se sont installés en Europe vers le 3e millénaire. Pour simplifier, le peuple indo-européen, c'est le noyau qui a donné naissance aux nombreuses civilisations qui partagent des bases de langue similaires, et que l'on retrouve un petit peu partout. On ignore exactement où se trouvait ce peuple à la base, mais on pense qu'il s'est déplacé au fil du temps, jusque notamment en Europe. Vous trouverez des liens pour en savoir un peu plus à ce sujet en description. Bref, une fois ce peuple installé, c'est vers le 2e millénaire avant notre ère que l'on commence à voir apparaître une démarcation culturelle entre ceux qui deviendront les peuples germaniques et ceux qui deviendront les Celtes. Ainsi, c'est lorsque le monde méditerranéen entre en contact avec eux qu'ils seront nommés Gaulois. Cependant, ils ne se nomment que rarement de la sorte entre eux et semblent plutôt s'identifier sous le terme de Celtes. Dans cette série de vidéos, lorsque nous parlerons de Gaulois, terme que je vais probablement utiliser par commodité, cela concernera surtout la zone géographique que César définit comme gauloise, c'est-à-dire les provinces de la Narbonnaise, de l'Aquitaine, la Lyonnaise et de Belgique. Maintenant que nous avons clarifié quelques notions, il est important de se poser une question. Via quelle source peut-on s'intéresser à la question des religions gauloises ? En effet, si l'on connaît aujourd'hui aussi bien les religions grecques ou romaines, c'est surtout grâce aux textes. Or, comme nous l'avons vu, les peuples qui nous intéressent aujourd'hui n'écrivaient pas. Au niveau des textes dont on dispose pour cette époque, il s'agit principalement de voyageurs grecs et romains qui ont décrit les pratiques qu'ils voyaient, bien souvent sans vraiment les comprendre. Il s'agit de sources extérieures qu'il faut prendre avec des pincettes. Le problème, c'est qu'en plus de cela, on retrouve également des auteurs qui ont pour objectif de montrer qu'il s'agit de barbares, et qui n'hésitent pas à mentir, à exagérer ou à déformer la réalité pour ce but. Il faut comprendre que certains écrivains reprenaient les écrits d'autres auteurs, sans le préciser. Ainsi, ils parlaient d'époques plus anciennes que la leur, et ça ils ne le précisaient pas. L'autre chose à savoir, c'est que tous ces auteurs antiques décrivaient ce qui les choquait, ce qui leur semblait exotique. Or, plein de choses qui leur semblaient banales à l'époque ne seraient bien utiles aujourd'hui, nous n'avons donc qu'une petite partie de l'information. Il est d'ailleurs amusant de constater que la plupart des clichés sur les Gaulois que l'on retrouve par exemple dans les bandes dessinées d'Astérix viennent des récits des auteurs antiques. On peut évoquer par exemple les Serpes d'Or, la Cueillette du Gui et bien d'autres choses. Puisqu'il est difficile d'utiliser les textes, on pourrait se dire qu'il suffit de se tourner vers l'archéologie. Mais là encore, c'est loin d'être aussi simple. En effet, sauf dans certains cas que nous évoquerons dans les vidéos suivantes, il est très difficile de savoir si un objet ou un lieu est lié à des questions cultuelles. Alors parfois, il n'y a pas trop de doute, mais savoir qu'un objet est le résultat d'un rite ne nous offre pas forcément beaucoup d'informations sur le rite en question. Pour que vous compreniez, nous allons faire un petit exercice d'imagination. Imaginons que pour une raison ou une autre, on se retrouve dans le futur, privé de tout texte parlant de notre civilisation du 21e siècle. Imaginez que des archéologues de cette époque trouvent les restes d'une église. Ils vont trouver un certain nombre de statues et d'images et vont sans doute comprendre qu'il s'agissait d'un lieu de culte. Ils vont également saisir que cette femme tenant un enfant, qui est représentée plusieurs fois, est très importante. Mais voilà. À partir de cela, pourront-ils en déduire que selon cette religion, la femme en question était vierge, ou que cet enfant est le fils de Dieu? C'est très peu probable, et ils passeront donc fatalement à côté d'un énorme morceau de la religion chrétienne. Je pense que vous voyez à présent ce qui est compliqué dans l'archéologie. Quelle est donc la meilleure solution pour étudier les religions gauloises? En fait, c'est assez simple. Il faut d'un côté prendre les textes antiques et les vestiges archéologiques pour les regarder ensemble. Pourquoi? Parce qu'en général, ils peuvent s'éclairer les uns les autres, ce qui est important. Il faut juste se souvenir que tous les auteurs antiques ne se valent pas, qu'ils sont des sources extérieures et qu'il faut rester prudent dans l'interprétation des vestiges archéologiques. Bien, c'est déjà la fin de cette première vidéo. Elle était assez dense avec beaucoup de notions qu'il a fallu expliquer, mais je pense que c'était nécessaire pour pouvoir comprendre la suite. N'hésitez pas à faire un tour en description pour en savoir plus, vous y trouverez toutes les sources que j'ai utilisées. Cette vidéo était un petit peu un passage obligé pour commencer à évoquer le sujet. C'était une introduction. La prochaine fois, promis, nous entrerons dans le vif du sujet. En attendant, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir. Vous pouvez rejoindre le Discord de la chaîne en description si vous voulez discuter, vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des précisions à apporter ou un avis à donner, et laisser un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine, et surtout n'oubliez pas de creuser la question. Établissons vite une chronologie, il reste tant à faire, et tourne-moi donc ces pierres, je crois qu'on est tombé sur nos... Un tumulus ressemble juste à une bosse et une tombe a simplement une faute.